Salut et bienvenue sur Anakaland pour une vidéo sur la saison 2 de cette adaptation plutôt libre des livres de Robert Jordan, La Roue du Temps, disponible en intégralité sur Prime Video. Dans cette vidéo, plus de comparaison avec les livres, car si les deux premiers tomes sont très flous dans mon esprit, pour ce qui est de la suite, c'est encore pire. Et puis la série a décidé de suivre sa propre trame, donc c'est peut-être mieux comme ça, ce qui me permettra de mieux me concentrer sur ce que la saison raconte, et surtout comment elle le raconte. Embarquez donc avec moi pour une exploration de cette nouvelle saison, au travers de ses meilleurs comme ses pires moments. Une vidéo qui sera donc pleine de spoilers. Pensez bien sûr à vous abonner, vous êtes toujours plus de 80% à regarder sans être abonné, donc n'hésitez plus, et likez et partagez la vidéo pour le référencement. C'est gratuit et un sacré coup de pouce. Première chose à dire sur cette nouvelle saison, c'est qu'elle est bien meilleure que la précédente. Ils se sont par exemple calmés sur la toute-puissance féministe pour revenir à un récit plus cohérent, et un meilleur équilibre entre les personnages masculins et féminins. Perrine et Rand, ou même Matt et encore Lan, vivent leurs aventures sans être effacés derrière Moiraine, Nynaeve et Egwene. Et même niveau effets spéciaux, c'est bien mieux. Les tissages, la magie est bien plus efficace, et notamment avec cet ajout de différentes couleurs élémentaires qui rend le tout plus sympa. Et bien sûr, il y a toujours ces décors naturels dans lesquels voyagent les personnages qui sont magnifiques. Et même s'il reste très difficile de s'orienter géographiquement dans cette série, les décors extérieurs sont à la fois identifiables et superbes pour aider à l'immersion. Par exemple, l'espèce de montagne lors du rêve de Rand et Lanfear, superbe. Difficile de savoir si c'est une merveille naturelle ou du numérique. Mais quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Évidemment, les séquences tournées en studio sont elles aussi très convaincantes. Le travail de décoration et d'accessoires est excellent. Et surtout, ce sont les costumes qui sont vraiment exceptionnels. Peut-être même plus que dans la saison précédente. On a aussi quelques rares moments de musique qui nous embarquent vraiment. Celui qui m'a le plus marqué, c'est l'affrontement contre les manteaux blancs avec Perrine et Laëlle, qui reprend un des thèmes de la série déjà entendu, mais en plus épique. Le rythme par contre reste assez inégal. Les 4 premiers épisodes piétinent un peu, avec beaucoup de conversations très molles, mais après, à partir de l'épisode 5, et surtout du 6ème, ça devient vraiment palpitant. On passe une vitesse dans le récit pour embrayer sur des événements plus épiques. Et le final, une fois que tout s'accélère et que tout le monde est à Falme, valait vraiment le coup lui aussi. Toutefois, il y a pas mal de séquences dans l'obscurité qui, bien qu'elles soient crédibles, sont souvent très sombres. Et à l'inverse, on a des séquences tournées en nuit américaine, avec des ombres dignes d'une journée ensoleillée, qui ne sont vraiment pas dingues pour l'immersion. Ils ont également abandonné le générique en version longue qui était plutôt beau et tout, pour une animation plus efficace qui ne dessert pas le rythme des épisodes déjà très longs. Enfin, rapidement pour ce qui est des acteurs, j'avoue que je suis plutôt satisfait de Josha Stradowski, alias Rand, qui est enfin bien plus présent dans cette saison. Pas seulement en termes de temps d'écran, mais aussi de charisme. Il est plus habité par son rôle. Et c'est pareil pour ses autres camarades de Rivière qui sont plus crédibles. Et même le nouveau Matt, Donald Finn, qui s'en sort pas trop mal. J'avoue que j'avais quand même une préférence pour Barney Harris, qui a dû quitter la série avant même la fin de la saison précédente. Dommage. Et je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais l'acteur de Logain, Alvaro Morte, découvert dans Casa de Papel, ne m'avait pas hyper convaincu dans cette première saison. Mais là, son côté cinglé lui va vraiment bien. Notamment quand il discute avec Lan des tissages présents sur Moiraine et qu'il se tortille dans sa camisole. Bref, une saison techniquement plus réussie que la précédente, ce qui est plus ou moins normal, voire une évolution dans la forme. Mais maintenant, passons à son fond. Je commence évidemment par le début, avec la séquence d'introduction de la saison, avec la petite fille et Ishamael. Cette scène réunit tous les suppôts du ténébreux mais ils sont masqués. On revoit pas Danfane évidemment, mais on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'autres. On aperçoit notamment une bague de l'âge à noir, mais qui cela pourrait-il bien être? Il y a aussi la meuf avec la manucure de l'enfer que l'on reverra très vite après, et on identifie aisément la tunique d'un des soldats de Faldara. Et bien sûr, le plus gros indice est celui de la fillette, qui sera donc un excellent moyen de nous révéler l'identité de sa mère, une fois le moment venu. Bref, énormément d'indices pour les plus attentifs, mais surtout pour poser les fondations de cette saison 2, qui sera sur le thème de la trahison. Des trahisons pas toujours si difficiles à deviner d'ailleurs. La plus impressionnante a été celle du neveu. De plus, la conversation entre la petite et Ishamael sur le sujet de la monstruosité, et ce qui fait donc d'un monstre un monstre, soulève bien sûr une question qui pourrait être appliquée à bon nombre de personnes dans cette saison. Rand est-il un monstre? Oui, à en croire la Jarouge et d'autres. Moiraine est-elle un monstre de trahir ainsi la Tour Blanche, même si c'est pour un plus grand dessein? Idem pour Matt, et même Nynaeve et Egwene, qui pourront se poser la question pour elles-mêmes au cours de leur mésaventure. Cette saison, en plus d'être sur le thème de la trahison, sera donc aussi le moment de commencer à questionner les motivations de certains de ces traîtres ou monstres, et de voir percer une humanité sous ces capuches noires. Cette saison va donc être l'occasion de nous présenter de nouveaux personnages, et d'approfondir nos connaissances de certains autres. Et pour ce qui est de nos héros, 6 mois ont passé depuis les événements de l'œil du monde, et chacun d'entre eux est éparpillé aux 4 coins du monde. Moiraine, tout d'abord, s'est exilée avec Lan dans une superbe demeure avec un jardin d'oliviers millénaire. Magnifique endroit d'où elle cache sa situation et d'où elle poursuit ses investigations et autres manigances afin d'influencer le tissage de la roue à son échelle. Mais n'est pas Taveren qui veut. Moiraine a aussi tendance à beaucoup se refermer sur elle-même depuis la perte de ses pouvoirs. Et la disparition de son lien avec Lan n'aide pas à ce niveau-là.
Et lui se sent vraiment repoussé, et il a raison, elle le repousse encore et encore. Du coup, lui aussi devient un rejeté, le dernier rejeté. Au milieu de tout ça, on a par exemple un combat particulièrement inattendu contre un groupe de Myrddraal. Plutôt stylé même s'ils ne s'en sortent pas vraiment avec brio. Jusqu'à l'arrivée de leurs hôtes, comprenant notamment une Aes Sedai retraitée de l'âge marron, Verin et son champion. Cette nouvelle saison fait aussi la part belle à plusieurs autres Aes Sedai. Alanna, la femme de l'âge verte que l'on avait déjà rencontrée dans la première saison avec ses deux champions. C'est notamment grâce à elle en premier lieu qu'on en comprend mieux la notion de tissage des Aes Sedai dans la série. La première saison a gardé beaucoup de mystère à ce sujet, et là en plus on nous introduit différentes couleurs de fil pour étoffer un peu le concept. Mais surtout, elle devient très importante car Lan reste auprès d'elle après le départ de Moiraine. Mais le champion demeure fidèle à son Aes Sedai. Il continue à garder ses secrets, ce qui le met en danger. Les autres le prennent même pour un serviteur des ténèbres à cause du poème sur Lanfear. Et il se retrouve donc acculé et doit leur révéler ses secrets. Et tant qu'à faire, il va aussi balancer à la chair d'Amirlin, ce qui va un peu foutre le bordel dans les plans de Moiraine quand ils vont tous débarquer à Cairhien. Avec tout ça, une nouvelle question voit le jour. Moiraine est-elle une manipulatrice? Manigance-t-elle de son côté pour son propre intérêt? Ici, je vois vraiment un parallèle avec ce que beaucoup disaient sur Dumbledore dans la saga Harry Potter. Surtout ceux qui n'avaient vu que les films. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser un grand merci à Michael Gambon, l'acteur mythique qui lui a prêté son visage durant 6 films et qui nous a quittés récemment. Qu'il repose en paix. Donc, beaucoup de gens prenaient le personnage de Dumbledore, qui est l'un des meilleurs de la saga, pour un méchant qui a manipulé Harry pour le sacrifier à la fin. Mais au final, c'était surtout un fardeau. Il était le seul à savoir et à avoir la sagesse de faire ce qu'il fallait. Donc, il devait agir ainsi. Tout comme Moiraine qui connaît la prophétie et la véritable identité de Rand. Et elle sait notamment que seul un homme peut apprendre à un autre homme à canaliser. Donc, elle est obligée de tirer des ficelles dans l'ombre pour que les choses se passent comme prévu. Et elle est seule, la Myrline est l'unique autre personne au courant. Mais elle est à la tour et Moiraine doit tout assumer toute seule. Surtout que la Myrline n'a même pas fait sa part en préparant les Aes Sedai à l'ultime bataille. Moiraine est donc prête à tout pour aider Rand, même à tuer une de ses sœurs et amies, Verin, la sœur marron chez qui elle vivait au début, qui a percé assez facilement son secret. Et quand elle en parle à la Sedai bleue, celle-ci était presque prête à la poignarder pour garder les secrets de Rand. Mais finalement, Verin se montre digne de confiance et se rend même à la tour pour étudier les textes de leur bibliothèque afin de trouver tout ce qui pourrait aider Rand dans sa quête. Et ce passage par la tour et les retrouvailles avec ses sœurs marron permet le retour de Cathy Luke sur nos écrans. Ça fait plaisir de la revoir, Cathy est super sympa. J'avais eu la chance de bosser pour elle en 2019 et c'était super cool. Même si là ce n'est que pour un tout petit rôle, celui de Yasika, une jeune Aes Sedai marron pleine d'entrain et qui s'avérera experte en collecte de renseignements. D'un autre côté, on retrouve Perrin, accompagné de Loial, le bâtisseur Ogier et de plusieurs soldats de Faldara en quête du corps volé plus tôt dans leur cité. C'est donc enfin l'occasion d'avoir plus d'infos sur la véritable nature de Perrin, grâce notamment à sa rencontre avec Elias, le pisteur et ses frères loups. Puis, là où ça devient vraiment intéressant, c'est alors qu'ils sont attaqués et capturés par ce nouvel antagoniste que l'on avait aperçu à la fin de la saison 1. L'Empire Senchanien venu pour envahir et assujettir le continent. Et ici au moins on nous fait comprendre direct que Dame Sourot est complice d'Ishamael, qui est présent à ses côtés. Et en même temps, avec ses ongles, c'était difficile de ne pas la reconnaître. J'étais dithyrambique sur les costumes, mais là, concernant les Senchaniens, c'est peut-être un peu trop bizarre à mon goût. Ok, c'est évidemment pour montrer le côté étranger d'une lointaine contrée, mais bon, entre leurs ongles et les masques, j'ai trouvé ça pas dingue. Après, niveau maquillage et habillage, ça reste top, donc tout va bien. Cette nouvelle armée de méchants représente surtout un enjeu plus terrestre et plus concret, une menace moins abstraite que le ténébreux. Et il permet un récit plus mature, avec des sujets comme l'esclavage et la torture, ainsi qu'avec un peu de gore bien dosé pour rendre le tout plus choquant et donc crédible. Cet empire est aussi sujet à des luttes de pouvoir intestines. Ils ont tous fait allégeance à la lumière, ils se considèrent comme une sorte de peuple élu, mais Lady Sourot, elle, est un suppôt des ténèbres. Et les Senchaniens sont des esclavagistes sans scrupules qui vont donc faire de tous leurs prisonniers des serviteurs, ou pire encore. Et l'histoire du corps de Valère, certes intéressante, a tendance à traîner et on a très peu d'indices dans la série sur son véritable usage. Pourtant, ils font un sacré build-up autour de cet artefact. Les serviteurs de la lumière sont tous à sa recherche, mais sans réellement nous dire pourquoi. Jusqu'au grand final de la saison où il est enfin utilisé. Mais pour ce qui est des serviteurs du ténébreux, on ne comprend pas trop leur intérêt là-dedans. Ils semblent seulement vouloir que les héros ne le trouvent pas, donc ils l'offrent à l'Empire qui sert la lumière. Pour ce qui est de Perrin, après une conversation avec Ishamael, il s'est enfui grâce à ses nouveaux amis loups. C'est d'ailleurs étrange qu'Ishamael soit si sûr qu'embrasser le loup en lui le mènera vers les ténèbres. Depuis quand les animaux sont-ils maléfiques? Et on retrouve donc cette notion de monstre dont il avait parlé plus tôt. Perrin voyage accompagné d'Elias et de plusieurs loups avant de se lier à l'un d'entre eux. Un loup veuf comme lui, ce qui n'est déjà pas très crédible quand on connaît un peu les loups, car ils ne sont pas monogames. Et ensemble, ils se retrouvent à leur point de départ où on assiste au retour des manteaux blancs. Il nous avait pas manqué cela. Mais un nouveau personnage qui prendra plus d'importance par la suite est introduit, et ce de manière pas très subtile. Dane Bornald, le fils d'un des seigneurs capitaines des Fils de la Lumière.
Puis, une fois séparée de son guide, Perrine fait la rencontre d'une jeune femme Aiel, Avieda, qui n'est ni vraiment rousse, ni avec un teint laiteux. Et je n'ai pas besoin d'en dire plus, on sait tous pourquoi. Mais outre ce détail inévitable aujourd'hui, la jeune femme envoie du pâté niveau combat au corps à corps. Et la chorégraphie n'est pas mal non plus. Ils fracassent donc du fanatique par paquet de 12 et partent en direction de Falme, où les camarades de Perrine sont détenus. Ils retrouvent en chemin deux autres Aiel et on apprend qu'elles cherchent leur chef suprême. Ce qui sera chose faite quand elles découvriront que Rand, le dragon réincarné, est l'un d'entre eux. Ainsi, il aura enfin la possibilité d'unifier des peuples en guerre depuis très longtemps pour l'ultime bataille. À moins bien sûr qu'il ne se range du côté des ténèbres. Nynaeve, quant à elle, se trouve dans la Tour Blanche avec Egwene, où elles sont toutes deux devenues novices. Mais son caractère, celui de Nynaeve, la distingue vraiment de ses camarades, et elle refuse de se plier aux règles. Elle passe par exemple son temps à s'entraîner au combat plutôt qu'étudier. Et elle se distingue aussi des autres novices, car elle porte toujours son signe distinctif, sa ceinture de sage-dame. Mais, comme les Aes Sedai savent qu'elle est la plus puissante de toutes, et qu'elles ne veulent pas la perdre, elles lui font passer les épreuves de l'arche plutôt que prévu. Alors que clairement, elle ne maîtrise rien, elle ne sait même pas canaliser, et même Egwene est meilleure qu'elle. Peut-être pas en termes de puissance, mais de maîtrise. Et puis, au moins, Egwene se plie à l'enseignement de la tour. Par contre, pourquoi avoir fait d'Egwene une petite fille prude tout d'un coup? Dans la première saison, elle était sexuellement active avec Rand et presque trop badass. Et là, une simple conversation sur le polyamour la fait paniquer. Donc Nynaeve passe les épreuves, les deux premières plutôt facilement, même si elle comprend que dalle, mais une fois dans la troisième, ce n'est plus si simple. Elle a d'abord une sorte de vision sombre, puis elle croit sortir de l'arche comme si de rien n'était. Un peu trop simple, non? En effet, car c'est ça la dernière épreuve, une illusion réaliste qui va tenter ses plus profonds désirs. Ainsi, alors qu'elle ne ressort pas de cette dernière épreuve, les Aes Sedai regrettent leur précipitation. Elles ont perdu Nynaeve qui n'était pas encore prête. Les aînés s'en veulent donc, mais pas pour les mêmes raisons. La doyenne car elle a été présomptueuse et qu'elle était responsable de la jeune femme, mais Liandrin pour une toute autre raison. Les visions de Nynaeve sont peut-être la partie la plus intéressante de son parcours dans cette saison. Ils mettent en lumière ses sentiments de responsabilité envers tous et tout le monde. Un peu névrotique, elle part du principe que sans elle, les autres sont en danger, alors qu'ironiquement, elle refuse ses pouvoirs immenses. Donc, elle n'était clairement pas prête, mais sa puissance aura fait la différence, et un peu la chance aussi. Puis, dans un élan de rage et de chagrin, elle canalise à l'intérieur ce qui était censé être impossible. Et finalement, elle peut en sortir. Car elle est tellement forte que voilà, elle fait des trucs impossibles. Vous l'avez compris, j'ai un peu de mal avec cette version de Nynaeve, déjà depuis la première saison. Autant j'ai appris à apprécier Egwene dans cette nouvelle saison, mais Nynaeve, j'y arrive pas. Morale, si elle a un truc à comprendre dans tout ça, en dehors du fait que son orgueil a besoin de se calmer un peu, c'est que son destin en tant qu'Aes Sedai devra être ponctué de sacrifices. Finalement, elle s'en est sortie et elle devient une acceptée. Pendant l'absence de Nynaeve, Egwene a fait la rencontre de la jeune princesse Elayne et une sorte d'amitié s'est tissée entre elles. Elayne est la future reine de Landor, le royaume d'où viennent nos 5 amis, ce qui crée des liens, même si au début elle est très présomptueuse et un peu pourri gâtée, puis très vite on se rend compte qu'elle a vraiment le cœur sur la main. Elle se sacrifie pour une servante, elle est un excellent soutien moral pour Egwene puis Nynaeve, et surtout elle est très utile de par ses connaissances en géopolitique. Toujours dans la Tour Blanche, Liandrin, que l'on savait déjà être une psychopathe féministe extrémiste, confirme sa noirceur. Déjà, lors de sa première conversation avec Nynaeve, elle ne lui parle que de pouvoir et de supériorité. On croirait entendre Palpatine avec le côté obscur. Et puis, oh, tiens donc, étonnant, mais c'est elle la Jas Noire aperçue plus tôt. Quelle surprise! Surtout que tout du long, on voit bien que sa bague n'est pas rouge, mais noire. Simple erreur du département costume, ou un indice volontaire. Ils ont quand même tenté de nous la rendre plus sympathique avec l'histoire de son fils qui est en train de mourir de vieillesse, le seul homme qu'elle ait jamais aimé. Et en plus de vouloir influencer Nynaeve, elle retient Mat emprisonné pour l'éloigner des ténèbres de la dague, mais surtout pour le mettre dans les pattes de Min, qu'elle manipule aussi pour le compte d'Ishamael. Ainsi, elle corrompt, ou en tout cas elle force, Min qui est plutôt une gentille fille, à guider Mat vers le mal. Car Min veut se débarrasser de ses visions du futur sans pour autant en connaître le prix. Mais ce n'est pas tout, car Liandrin, quand elle lui donne ses ordres, parle de Moiraine et de choses ou secrets qu'elle aurait contre elles deux. Naturellement, on est très curieux de savoir ce que ça pourrait être. Après son évasion des Arches, Nynaeve a d'ailleurs une conversation avec Liandrin qui lui parle des mésaventures de Perrine et son groupe, capturés par un ennemi non identifié et emmenés loin à l'ouest dans la cité de Falme. Nynaeve, Egwene et même Elayne tentent donc de partir pour l'ouest afin de retrouver et aider leur amie Perrine. Mais c'est là qu'elles sont interceptées par Liandrin qui les emmène à travers les chemins et les livre à l'Empire pour en faire des damanées. Ces jeunes femmes capables de canaliser qui sont muselées et enchaînées pour prendre part à l'effort de guerre de leur empire. Et surtout, on apprend que Liandrin, la femme forte, qui n'a pas besoin d'hommes et qui les déteste même, ne l'est pas tant que ça, et qu'elle est soumise à Ishamael et aux ténébreux. Quelle hypocrisie. Surtout qu'au moment de la livraison, Liandrin est prise de regret concernant Nynaeve, et au dernier moment, elle la libère de ses liens lui permettant de s'enfuir, mais Egwene n'a pas cette chance et se fait capturer. Les regrets de Liandrin sont peut-être sincères, mais surtout renforcés par sa défiance envers Suroth qu'elle semble détester. Il est maintenant temps de passer à notre dragon réincarné, Rand, celui censé être le personnage principal de cette histoire.
Après sa fuite de l'œil du monde, il a rejoint la cité de Kérienne et vit dans la ceinture, un territoire très pauvre à l'extérieur des murailles de la ville. Et la première chose à noter, c'est qu'il a une nouvelle femme dans sa vie, Selene, plus âgée et trop bien pour lui. Et oh, surprise, elle le manipule. Elle le pousse à utiliser ses pouvoirs sans même être officiellement au courant. Mais c'était évident, dès le début, qu'elle était l'une des déchues. Elle ne fait que mentir, du coup c'est elle la maîtresse des mensonges. Et surtout, elle semble toujours là quand il fait des cauchemars, soit de massacres de ses amis, soit dans lesquels il utilise ses pouvoirs. Elle est là soit en rêve, soit juste à côté, dans son lit. Et quand on sait que le monde des rêves est le terrain de jeu des personnes comme Ishamael, c'est QFD. Et puis son actrice, Natasha O'Keeffe, malheureusement, a vraiment une tête de vilaine, donc ça n'aide pas. Enfin je trouve. Dites-moi en commentaire si vous avez été surpris par cette révélation. Toute la première moitié de la saison faisait monter le mystère concernant ce déchu qui a été réveillé il y a 6 mois. Mais c'était trop évident qu'il s'agissait de Selene. Dès le second épisode, quand on la voit si proche de Rand, c'était cramé. Et même quand il est violent envers elle kiffe, plutôt que d'avoir peur ou de le calmer. Et c'est pareil avec le coup du vin, où elle s'infiltre super facilement chez la noblesse. Elle lui fait même quitter la ceinture juste quand Moiraine arrive dans la cité. Comme par hasard. Il aurait peut-être fallu introduire d'autres suspects potentiels pour garder vraiment le mystère, ou alors clairement assumer son allégeance dès le début. Ça aurait peut-être été plus intéressant niveau narration, et on aurait moins eu l'impression que cette intrigue était légère, si je puis dire. Mais revenons à Rand. Il est ici pour se rapprocher de Logain qui est enfermé dans une sorte d'asile. Le jeune homme est devenu infirmier pour pouvoir s'y infiltrer, et au passage il a fait la rencontre d'un ancien soldat au héron comme son père. Ce qui justifie qu'il s'est enfin entraîné à l'épée, et il était temps. La présence de Logain dans cet établissement et la présence de Rand au même endroit est bien sûr le fait de Moiraine. Il fallait un mentor ou plutôt un professeur au nouveau dragon. Et lors d'une de leurs conversations, Logain tente de lui faire peur et surtout de lui faire accepter son pouvoir et ses conséquences qui seraient inévitables. Et surtout, Logain se revendique du sang de Lousterin Telamon, le dragon qui a disloqué le monde. Il serait donc un de ses descendants au sang corrompu par le ténébreux. Mais est-ce vrai ou encore un de ses délires de grandeur ? Et au final, une seule leçon aura suffi. Il pousse Rand à toucher volontairement la source en une sorte d'explosion, puis Rand doit partir. Décidément, les phases d'entraînement et d'apprentissage ne sont pas le fort de cette série, alors que c'est si important dans le récit d'un héros. Et on remarquera également que Rand a une affinité certaine avec le feu. Il n'utilise presque jamais les autres éléments, surtout quand c'est inconscient. C'est toujours le feu. L'élément connoté comme dangereux, voire maléfique dans la plupart des œuvres de fantasy. Enfin, le véritable objectif de Lanfear n'est pas seulement de se rapprocher de Rand, qui est la réincarnation de son amour, elle veut carrément faire revenir Lousterin à travers lui pour reformer le trio qu'il formait avec Ishamael il y a 3000 ans. Elle tente de lui faire croire que son destin serait à lui aussi de les rejoindre. Mais c'était sans compter sur les amis de Rand. Comme l'a bien compris Ishamael, ils sont la clé du cœur de Rand, et le côté duquel il penchera dépendra d'eux. Et avant ça, j'ai trouvé très sympa la scène où elle veut enfin se révéler à Rand et que Moiraine arrive sans prévenir pour la poignarder dans le dos. Certes, elle est immortelle, mais cette scène était vraiment sympa, et surtout elle marque le début de la seconde phase de la saison, celle qui est bien une fois qu'on s'est débarrassé de ce mystère en carton. De plus, leur présence dans la cité de Kérienne nous aide à en apprendre plus sur la politique de ce monde, avec la noblesse qui festoie pendant que le peuple crève de faim dans la ceinture, et surtout avec la quête du corps pour les faire partir à la mort plutôt que les garder à leur porte. Ou encore la découverte de la famille de Moiraine, membre de cette même noblesse de Kérienne, et même très proche de la reine. On fait donc la connaissance de Lady Anver, la petite sœur de l'Aes Sedai, mais bien plus vieille en apparence, ce qui confirme le fait que les Aes Sedai ne vieillissent pas au même rythme que les simples mortels. Et ses sentiments mitigés pour Moiraine ou sa droiture en font une femme digne d'intérêt. C'était vraiment bien joué pour Anver vers la fin quand elle démasque son fils et qu'elle balance direct l'info. Au moins, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus s'en sortir même si elle mourait. Et elle est par la même occasion la première à pouvoir réellement confirmer que Liandrin est de l'âge à noir. Même si Verine et ses copines se doutent de sa nouvelle allégeance. Mais elle n'en parle à personne car elle se doute de la complicité d'autres Aes Sedai. Mais Moiraine tout de même, ainsi que la Myrline, elle aurait dû leur en parler dès que possible. Plus tard, alors que Lanfear se déchaîne dans la ceinture pour libérer Rand, qui est avec Moiraine emprisonné par la Myrline, Lan et leurs alliés Aes Sedai les font s'évader pendant que toute une brochette de puissantes Aes Sedai sont réunies, mais la seule chose qu'elles font, c'est faire pleuvoir pour éteindre le feu. Elles ne voient même pas Lanfear entrer dans la ville. Et alors qu'il est temps de presser le pas pour Rand et les autres, Lan les arrête pour aider Moiraine à retrouver son accès à la source. D'ailleurs, concernant les fils qui coupent Moiraine de la source, il me semble que ce n'est pas du tout Rand, mais plutôt Hyguen qui s'en occupe normalement. Mais bon, c'est pas grave, ils ont voulu accélérer un peu là-dessus. Puis la chair d'Amyrline débarque et les arrête. Elle force même Moiraine à refermer le portail grâce au serment vu dans la saison précédente. Shuan et Moiraine n'aspiraient qu'au bonheur 20 ans plus tôt, jusqu'à ce qu'une quête plus grande qu'elles deux ne leur soit confiée. Et là, plutôt que de choisir les liens du cœur, Shuan choisit le lien d'asservissement et c'est presque triste à voir. D'ailleurs, à ce sujet, rappelez-vous que Moiraine a juré qu'elle ne reviendrait pas à la tour tant que Shuan Sanche ne lui aurait pas autorisé. Elle ne dit pas la chair d'Amyrline, mais bien son prénom. Donc si elle disparaît avant de lui donner son autorisation, Moiraine ne devrait jamais être autorisée à revenir à la Tour Blanche.
Et puis juste après ça, Lanfear débarque, balaye tout le monde comme si c'était des moldus et s'apprête à tuer Moiraine. Car Lanfear et elle sont des ennemis mortels, aucune ne pourra avoir ce qu'elle veut tant que l'autre vivra. Mais Rand l'arrête et ils partent tous bras dessus bras dessous à travers le portail, avant d'être abandonnés en cours de route. Et cette fin du trajet, seule, va permettre à Aes Sedai et son champion de se réconcilier. C'est mignon. Car surtout, ils ont besoin d'être unis pour la bataille à venir. Et j'en arrive enfin à la partie qui m'a le plus fait vibrer dans cette saison. Toute la partie sur Egwene qui devient une damanée. Un des meilleurs récits de cette saison. Les damanés, ces esclaves avec une sucette en or dans la bouche, avec en plus une chaîne et une laisse de tissage. Il n'y avait clairement pas plus fort comme symbole. Ces canalisatrices sont devenues des marionnettes pour les Sul'dam, leur maîtresse. Et celle d'Egwene est une horreur. Elle joue les gentilles pour mieux la torturer derrière. Elle lui sort même une phrase du genre « grandir en pensant que l'on est une personne alors qu'on est une damanée ». Immonde. Elle lui tranche même sa tresse, ce qui ne semble rien mais c'est un symbole fort de sa culture et de sa personnalité. Heureusement, avoir aperçu Rand en rêve est une source d'espoir pour elle, et ça lui donne de la force. Et quand Egwene lui dit qu'elle va la tuer, j'en ai presque eu des frissons. Et quand elle l'a fait, je ne vous en parle même pas. On savait qu'Egwene était puissante, mais là, on le voit enfin vraiment. Elle envoie du très lourd. Et cette transformation en damanée, bien que très violente, est hyper captivante. À chaque instant, on espère un retournement de situation, dû à sa puissance présumée. Et surtout, c'est l'après qui pourrait être des plus intéressants. Cette épreuve lui aura permis de développer sa puissance, mais le risque serait peut-être d'en faire une victime, souffrant de trauma, et ne pas lui donner la force de caractère qu'elle possède vraiment. Bien sûr, elle sera traumatisée, mais cette épreuve devrait en faire une vraie guerrière, et pas une petite chose fragile. Mais bon, là j'extrapole, on verra bien ce qu'il adviendra dans la prochaine saison. Surtout que ce sera forcément au cœur du récit de Rand, alors que la femme qu'il aime va peut-être glisser petit à petit vers les ténèbres. Surtout qu'en tuant sa Sul'dam, elle brise un des serments des Aes Sedai. Certes, elle n'a pas encore prêté serment, mais tout de même, peut-être qu'elle y prendra goût, à ce que le pouvoir permet. Enfin, la série se termine sur une grande bataille aux multiples proportions dans la ville de Falme. Les manteaux blancs sont les premiers à lancer l'assaut, seuls contre l'Empire. Ils servent enfin à quelque chose d'utile, et la séquence de leur charge dans le brouillard est assez belle. Cette bataille sert donc de diversion à nos héros pour leur permettre à tous de réaliser leurs missions respectives. Perrine et ses nouvelles copines retrouvent Loial et compagnie en possession du corps, enfin. Et ils vont tenter de libérer Egwene. Nynaeve et Elayne aussi de leur côté. Et de même pour Rand qui en profite au passage pour la venger. Puis, l'horrible mort du loup tire d'elle. Ces putains de manteaux blancs sont vraiment des merdes. Tuer un animal, c'est pire que tout. Et Perrine venge donc son frère en tuant le seigneur capitaine, le père de son ami manteau blanc, Dain, qui recherchera ensuite vengeance lui aussi. De son côté, Egwene, grâce à son ingéniosité plus que ses pouvoirs, réussit à se libérer de sa Sul'dam et c'est grandiose. Puis Rand arrive enfin auprès d'elle, mais comme il le dit, il n'a pas eu besoin de la sauver, elle s'est sauvée toute seule. Et vient la confrontation finale avec Ishamael au sommet de la tour. Le seul à ne pas chercher Egwene est Mat, qui après son trip à l'ayahuasca locale est de nouveau en présence de la dague de Shadar Logoth. Mais il résiste, c'est bien. Il trouve même un moyen d'utiliser son pouvoir sans avoir à la toucher. Et il tombe sur Perrine pour enfin ouvrir le coffre du corps de Valère, dont on va voir le véritable pouvoir. Mais Mat apportera-t-il finalement le corps ou la mort à Rand? Ni l'un ni l'autre, il est celui qui va souffler dans le corps, ramenant donc les héros du passé, littéralement. Ceux qui sont morts pour le corps au fil des siècles. Et surtout se souvenir de ses vies antérieures, lui redonnant une nouvelle force. C'est un beau moment d'épicness qui nous est alors montré quand le temps est ralenti. C'est donc ça que voulaient les enfants du Ténébreux, que Rand souffle le corps pour se rappeler de sa vie en tant que Lews Therin Telamon. Et le dernier tour de passe-passe du roi des mensonges va provoquer le destin de Mat, qui va gravement blesser Rand avec la dague. Mais c'était sans compter sur Egwene Super Saiyan qui tient tête presque seule face à Ishamael. Trop fort la meuf. Nynaeve, qui n'accepte toujours pas son pouvoir, il serait temps, arrive avec Elayne et c'est donc l'accepter qui ne sert à rien, alors que la novice sauve Rand qui a un coup de foudre pour elle. On assiste aussi à un grand moment de canalisation de la part de Moiraine pour détruire toute une flotte, pendant que son champion la protège. Puis elle hisse la bannière du dragon comme prophétisé. Un superbe final, Rand élimine Ishamael en utilisant la botte que lui avait enseignée Lan, transperçant le premier déchu de son épée au héron. Et il se proclame comme le dragon réincarné. Mais ils sont tous le dragon, ensemble, les 5 amis de Deux-Rivières et même Elayne. Car ensemble, ils formeront l'armée qui affrontera le Ténébreux. Lanfear semble donc avoir accompli sa tâche, détruire Ishamael pour garder Rand pour elle seule. Mais c'était sans compter sur les 6 seaux qu'elle voulait balancer au fond de l'océan et qu'Ishamael a réussi à briser seule. Pourquoi pas, même si c'était censé être impossible, ou en tout cas très difficile. Et Lanfear ne se réjouit pas longtemps alors qu'elle tombe sur Moghedien, l'une des 6 déchus fraîchement libérées qui est au courant de sa trahison. Ainsi, Lanfear est à présent seule, sans allié, ni du côté du mal, ni du côté du bien. Et Lanfear finit même en souhaitant que la lumière protège Rand. Décidément, une femme des plus volatiles. Quel sera son destin et la suite de son chemin? Cet épisode s'est surtout ouvert avec une intro 3000 ans plus tôt, comme pour le dernier épisode de la première saison. Ainsi, ils installent une sorte de tradition dans la structure de la série. Et probablement qu'un jour, dans une future saison, cet épisode sera entièrement consacré à Lews Therin, le dragon du passé. Un épisode qui répondra alors à énormément de questions.
Et ici, on y découvre pourquoi le dragon avait enfermé Ishamael plutôt que de le tuer. Il ne voulait pas qu'il se réincarne, mais maintenant, c'est chose faite. La série se conclut donc avec la bande enfin réunie et Rand officiellement reconnu comme le dragon. Les Aiel l'ont aussi reconnu comme leur leader et il porte une blessure qui, bien que guérie, va continuer à le hanter. L'Empire reviendra plus fort encore probablement avec sa reine à sa tête, et on en apprendra plus sur cette autre culture aussi fascinante qu'horrible. Cette saison nous confirme aussi que contrairement à ce qu'avait balancé Shuan la Myrline à Moiraine, rien ne dépend du hasard ou de l'égoïsme de celle-ci, mais seulement de la roue, qui tisse comme elle l'entend. Et cette histoire d'Amyrline brisée annonce un gros changement dans la politique de la Tour Blanche, justement quand Rand aura besoin d'elle. Tous les récits distincts de cette saison ont été pour nous l'occasion d'en apprendre plus sur chacun des protagonistes. De nombreux détails ont été apportés à leur passé ou leur motivation. Le fils de Liandrine, la captivité d'Ygwene, la rencontre de Lan et Moiraine ou encore la famille de Lys Sedai. Même si ça a encore rendu le début de cette saison 2 très mou. Mais c'est encore la malédiction de la saison 2 dont j'ai déjà parlé en vidéo. L'un des plus gros défauts que je trouve encore à cette série, c'est ce manque de précision sur les localisations. Une aide à la visualisation géographique aurait été très appréciée, comme dans Le Seigneur des Anneaux ou autre, afin de mieux savoir situer chaque intrigue. La première saison n'en avait pas vraiment besoin, mais là, c'était pas simple. Au moins, les livres contiennent une carte du monde qui se précise de tome en tome. Bref, une saison avec ses hauts et ses bas, mais un final à la hauteur du récit épique qu'elle adapte. Je suis plutôt satisfait de ces derniers épisodes, en espérant que la suite sera du même acabit. Il est d'ailleurs presque sûr que la série sera prolongée au-delà de la saison 3 qui a déjà commencé sa production. Après tout, Amazon Studios a bien poursuivi la prod des Anneaux de Pouvoir, donc pas de raison d'avoir peur pour la roue du temps. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette analyse vous a plu. Et si c'est le cas, likez, commentez et partagez la vidéo pour l'aider dans son référencement. Merci encore et à très vite sur Anakaland pour de nouvelles vidéos. Bye.